l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes deux comparses Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Bonjour. Salut. On va parler de Tesla qui a le vent dans les voiles en ce moment. On va parler évidemment du nouveau Chevrolet Silverado. Ça a fait jaser. Même si c'est des fois tabou de parler de pick-up à moteur V8, on va en parler pareil. T'es allé conduire la nouvelle génération du BMW X5. On va revenir là-dessus. Et Hugues, tu vas nous parler de la Buick Riviera. Un nom qu'on aimerait voir renaître chez Buick. On verra si ça se peut. Avant toute chose, je veux prendre le temps de vous inviter à un événement automobile qui a lieu le jour de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça se passe dans le stationnement du Canadian Tire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui forcément sera fermé ce jour-là. Alors, il y a de la place. C'est un rassemblement de voitures anciennes, sauf que la particularité, c'est que moi et mon équipe serons présents pour faire tirer une voiture qu'on a restaurée avec notre équipe pour l'émission Rouler au suivant qui va être diffusée un peu plus tard cet été. La voiture en question, c'est une Chrysler Daytona Shelby Z de 1988. Alors, elle a été restaurée en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Verdun, en collaboration avec CarStar Canada. François Bonneville, mon ami qui s'occupe de l'esthétique automobile, a mis aussi la main à la pâte. Alors, il y a eu beaucoup de travail de fait sur cette voiture-là. Et c'est pas compliqué. Tout le monde a la chance de gagner. Suffit de se présenter sur place, de poser sa candidature en vidéo. Notre équipe vidéo va être sur place. Nous, à la fin de la journée, on décide qui nous a vendu sa salade le plus efficacement et on remet les clés de la voiture vers 16h le 24 juin prochain. Alors, avis à tous, si vous avez envie de vous déplacer là-bas, ça va être un bel événement en espérant que Dame Nature coopère. C'est rain or shine, comme on dit en bon français. Alors, l'invitation est lancée. On parle de Tesla maintenant, les gars, parce que depuis environ 2 semaines, la quantité de fois qu'on se fait interpeller par LCN, TVA Nouvelles pour commenter sur l'arrivée des voitures chinoises, c'est sur toutes les tribunes. Et puis, on a de sujets que BYD, Chery, les voitures chinoises, ça effraie tout le monde. Est-ce qu'elles sont pas chères? Est-ce qu'elles sont supérieures, voilà. etc., bon. etc.? Là, on peut remettre les pendules à l'heure. Là. C'est pas demain, la veille, que vous allez voir des BYD circuler sur nos routes. Ça va arriver, effectivement, dans la prochaine année ou environ. Ou vous en croisez une fois de temps en temps en voiture taxi, les vieux BYD. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est des vieux BYD qui ne sont même pas autorisés à être plaqués personnels. C'est uniquement des taxis. C'est un projet pilote, ça. Ouais, mais c'est ça. Et elles sont toujours là. Mais c'est vrai qu'ils roulent encore. Oui, je n'en croise régulièrement. Tu vois la batterie dépasser d'un pied dans le dessous. mais tout ça pour dire que les Chery, les BYD, les Xpeng qui vont peut-être être vendus chez nous dans la prochaine année ou pas, il y a tout un processus là. On sait que les compagnies ont été fondées, on sait qu'ils ont des maisons mères qui sont présentes, qu'on commence à parler avec certains journalistes. Bon, ça va. Mais de là à dire qu'on a un réseau de concessionnaires établi et qu'on vend des voitures, il y a plusieurs étapes avant d'arriver là. Et pendant ce temps-là, qui profite de la situation? C'est Tesla. Tesla qui, évidemment, a compris qu'il y avait une pièce à faire. On produit désormais la Model 3 dont on avait cessé la production pour le marché canadien temporairement pendant presque 1 an, en fait. On produit désormais la Model 3 en Chine pour le marché canadien. Le modèle de base propulsé est vendu à 39 500 $ ou à peu près, en incluant le 2 000 $ de subvention provinciale. Et c'est 10 000 $ de plus si vous voulez avoir 100 km d'autonomie supplémentaire, 2 moteurs, donc 4 roues motrices et plus de puissance. Fait que grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. On en livre grosso modo 100 par jour au Québec depuis 1 mois et demi. Et si la tendance se maintient, faites le calcul,
c'est 500 voitures par semaine qui sont livrées à travers les 6 points de vente au Québec. Fois 26 semaines, ben ça fait énormément de voitures. Tu sais, c'est sur les 40, la proportion sur les 49 000 véhicules alloués avec un tarif préférentiel pour 2026, ça va être en grande partie. Oui, puis dites-vous que là, des Tesla. Puis là, c'est ce qui s'en vient. Tu sais. C'est ce qui s'en vient, mais quand tu regardes comment on est capable de livrer de véhicules, il y a des pics, des fois, on livre dans un seul point de vente 300 véhicules par semaine. J'ai fait le calcul avec quelqu'un qui travaille du côté de chez Tesla, dont je tairai le nom, parce que je vous rappelle que Tesla n'a pas le droit de parler aux journalistes. Mais j'ai fait le calcul, évidemment, avec les gens de Tesla, et ça ne serait pas surprenant qu'on arrive à la fin de l'année, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, avec un volume de 25 à 30 000 unités livrées en l'espace de 6 mois sur le marché québécois uniquement. Là. Alors, dites-vous que si on a livré de ce nombre, à peu près 20 000 modèle 3 sur les 25 ou 30 000 véhicules qui ont été livrés parce qu'il y a aussi des modèles Y là-dedans, et qu'on est juste au Québec et que c'est 6 mois dans l'année et non pas une année complète parce qu'on a vendu aussi des voitures dans les 2 derniers mois. Après ça, extrapoler en considérant l'Ontario, les Maritimes, évidemment le BC, tout ça, ben, on pourrait arriver facilement à 40-45 000 modèle 3 livrés au Canada cette année, parce que le prix est super alléchant et qu'il n'y a pratiquement pas de compétition à ce prix-là. Ouais. Et je vous rappelle que la voiture n'est pas admissible à la subvention fédérale parce qu'elle est de fabrication chinoise. Ouais. Et on n'a pas d'entente commerciale. Encore avec la Chine. Pour 2026, le plafond, c'est 49 000 unités, 49 000 véhicules électriques chinois. Ouais. Donc, l'essentiel de tout ce qui va se vendre au Canada en 2026 en termes de véhicules électriques de fabrication chinoise, ça va se faire chez Tesla. Il y aura quelques Polestar. Il y aura, on verra ce qui va arriver à l'automne. Est-ce que certaines marques chinoises vont commencer à livrer quelques unités pour dire qu'on a des véhicules de l'année 2026 qui ont été livrés? Dans les salles de montre. C'est pas impossible. Mais la très, très grande majorité de ce qui va se vendre au Québec, au Canada, ce sont des Tesla. Et pour être honnête, il n'y a pas grand-chose pour rivaliser avec ça. Ben, puis en plus, c'est bien pour les propriétaires parce qu'on se rappelle que les Tesla assemblés en Chine avaient été notamment mieux assemblés là, dans les dernières années quand on les comparait. Que celles qui étaient faites aux États-Unis. Là, on le rappelle, tous les experts, même on s'était entretenu avec les gens chez Ingenex, tout ça qui démontrent carrément là, les Tesla au complet. Et puis, ces véhicules-là étaient extrêmement bien assemblés. Donc, ce sont des véhicules que leurs propriétaires vont faire une bonne affaire, là, d'après moi. Là. Ben, puis tu pourras pas avoir ça à moins cher. Ben non, c'est ça. C'est une bonne affaire. Là. Faites le calcul, là, c'est le prix d'une Civic hybride adéquatement équipée. C'est le prix d'une Jetta bien équipée. C'est le pont, tu sais, on est rendu là, avec une voiture qui performe bien, dans laquelle vous mettez pas d'essence. Après ça, il y a des allégeances politiques. Je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui n'achèteront jamais de Tesla pour X ou Y raison. Et il y a des gens qui ne veulent pas passer au 100% électrique. Et c'est parfait. Mais en ce moment, tu te cherches une voiture électrique efficace avec une bonne autonomie qui consomme peu et que le prix est raisonnable. Regardez ça comme vous voudrez, là, une Tesla Model 3 au prix de détail suggéré du manufacturier, c'est moins cher qu'une Fiat 500. Une Fiat 500, c'est 39 995. La Tesla est à peu près à ce prix-là, en fait, avant les frais de transport. Dites-vous que c'est nez à nez. On s'entend-tu qu'il y en a une qui est un peu plus efficace? Plus spacieuse. Là, après ça, oui, mais laquelle? Après ça, Fiat vient mettre des rabais sur ses voitures. OK, c'est correct. Mais c'est vous dire à quel point cette voiture-là est compétitive. Il y a la Kia EV4 aussi à petite autonomie qui se vend ce prix-là. Mais les gens vont adhérer bien plus à la proposition de Tesla, c'est clair. Ouais. Donc, tu sais, c'est pour ça que là, on parle de voitures chinoises, on parle de toutes les craintes qu'on a. Pensez d'abord à Tesla. Là. 2027 sera une autre année et là, on verra comment la compétition va s'installer. Si vous voulez voir qu'est-ce que les Chinois peuvent faire dans ces marques-là, on va pouvoir attendre à 2027. Puis là, la compétition va être un petit peu plus là. Puis, tu sais, en ce moment, si tu veux une Tesla Model 3, tu as à peu près 2 mois d'attente de livraison. Là. Ça peut être 6 à 8 semaines d'attente, des fois un peu plus, tout dépendant de ce que tu as.
ce que tu as choisi. Ça a déjà été moins long. Dépendant si le bateau est sur le point de partir ou pas. C'est bon. Mais faut aussi considérer qu'il y a encore une subvention provinciale de 2000 $ qui s'applique sur cette auto-là. Ce qui veut dire que si vous voulez en bénéficier, faudrait se dépêcher un peu parce qu'il se peut que si vous commandez votre Model 3 en novembre, vous l'échappiez puis qu'on vous la livre juste en janvier, février, puis à ce moment-là, la subvention ne s'appliquera pas. Il se peut que le gouvernement change d'idée. Puis il se peut que les quotas soient atteints en fin d'année. C'est 49 000, on n'a pas dit quand. Oui, exactement. Il se peut que les quotas soient atteints avant la fin de l'année. C'est pas fou ce que tu dis là aussi. Écoute, si Tesla a réussi à vendre 49 000 Model 3 en l'espace de 8 mois... C'est 49 000 tout court, comme tu l'as dit. Il y aura quelques Polestar. Il va y avoir 2 électres, à peu près. Donc, c'est vrai. Ça va être à peu près ça. Mais ça veut dire que si, à la vitesse où ils vont en ce moment, les 49 000 risquent d'être nettement atteints avant la fin de l'année sur le Canada. Oui, puis sur le Canada. Puis, tu sais, ça m'amène à parler d'un point auquel on n'a peut-être pas pensé, mais moi, je suis un constructeur automobile comme Mazda, par exemple, ou comme BMW. Et j'ai des voitures de fabrication chinoise que j'aimerais vendre au Canada. Mais si je sais que j'ai une compétition qui s'appelle Tesla, puis qu'on vient inonder le marché avec une quantité d'unités incroyable, il me reste quoi à moi pour vendre mes autos? Tu sais, si Mini veut finalement amener des Mini électriques sur le marché canadien, que ce soit des Countryman ou que ce soit des Cooper, encore faut-il qu'on ait de la place dans le règlement pour pouvoir les livrer, même si c'est 3000 voitures, même si c'est 2000 voitures. Si on craint de ne pas être capable de les vendre parce que les marques chinoises et Tesla viennent envahir le marché avec des offres qui sont beaucoup plus alléchantes. Ouais. Il faut qu'ils fassent des offres alléchantes. Est-ce que je vais déployer des efforts surhumains pour amener une voiture ici? C'est la question de l'œuf et de la poule, mais je te dirais, encore une fois, ils ont des réseaux établis, puis faire venir des Mini, même s'ils en vendent 1000, 2000, ça fait toujours rouler les concessions avec des coûts de marketing et d'introduction qui sont quand même raisonnables. Mais donc, après ça... Il y a toujours moyen de moyenner. Et puis, tu l'as dit, le 49 000, c'est pour cette année, l'année prochaine. Après... Oui, c'est ça. C'est très élastique, lousse, beaucoup de points d'interrogation. Parce que pour le moment, on prévoit une augmentation de 6,5 % annuelle dans la déclaration du gouvernement, mais tout peut changer aussi là, à partir de maintenant. Ça revient à ce que je disais la semaine passée. Quand on a dévoilé le plafond de véhicules qui devait être à 100% en 2035 à 80%. On l'a réduit à 80% en 2035. Bravo la CAQ. Très, très belle initiative. 6 mois en retard de tout le monde. Mais on n'en a rien à foutre de ce que vous dites pour 2035. Ce qui importe, c'est là. Parce que, petite nouvelle pour vous, en 2035, ça se peut que vous soyez plus là. Puis ça se peut qu'il y ait 2 puis 3 gouvernements qui aient passé depuis et que tout le monde change d'idée puis décide d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, l'industrie automobile n'en a rien à faire de 2035. L'industrie automobile veut savoir ce qui se passe demain matin, en 2026, en 2027. Et vous avez statué sur 2027, 2028 avec des chiffres à 30 puis à 44 % si ma mémoire est bonne. Ou c'est 37,5 %, 44 % puis 51 en 2030. Et même ça se pourrait que ça change. Mais 2026, le règlement, en fait, on ne l'a pas dévoilé. Le vrai chiffre, c'est 26 %, alors que le plan initial était à 32,5 %. Et comme on a des crédits d'accumuler depuis 2024, parce qu'on a vendu plus de véhicules électriques que ce qu'on pensait, le vrai objectif, c'est autour de 20-21 % pour 2026 au Québec. Et ça, on va l'atteindre ou à peu près. Donc, c'est moins une crainte pour les concessionnaires. Et ça, c'est une nouvelle qu'on attendait. Sans compter le fait qu'il y a des demi-crédits maintenant qui viennent s'appliquer pour des voitures hybrides non rechargeables. Ça aussi, c'est important. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on a beau extrapoler sur ce qui va se passer dans le futur, il va y avoir constamment de l'ajustement dans les règles. On va nous amener des détails qu'on ne connaissait pas avant. Et les Chinois, c'est sûr qu'ils sont en train de poser 1000 questions. Ah oui. Parce que le jour où ils vont rentrer ici, ils vont être préparés. Ah oui. Et puis, il va y avoir les ententes commerciales externes avec d'autres industries, la Chine, etc. C'est juste un maillon dans la chaîne. Sauf qu'en attendant,
c'est Tesla qui en profite. Et voilà. Mais ça c'était un peu prévisible. Je pense que c'est l'ampleur de la façon dont ils en profitent qui est vraiment la nouvelle. Je suis pas d'accord parce que oui, c'était prévisible que Tesla ramène la Model 3 de fabrication chinoise, mais est-ce que tu aurais prévu qu'on la vende en bas de 40 000 $, par exemple? Non, mais on se doutait que ça allait quand même marcher. Oui. C'est pas ça la surprise, c'est le volume qui est surprenant. C'est ça que je dis. Puis ils sont capables de livrer. Voilà. Les gens achetaient déjà des Tesla avant, là, fait que ici, donc c'est pas comme les constructeurs chinois. Là. Parlons pick-up maintenant. Bon. Pour ceux qui ne le savent pas, puis c'est correct, là, je suis propriétaire d'un Chevrolet Silverado d'actuelle génération. Alors, j'attendais avec impatience le dévoilement officiel de cette nouvelle génération. Ma première réaction, OK. Parce que tout ce qu'on a fait, les gens le réalisent peut-être pas, là, mais tout ce qu'on a fait, c'est de prendre la cabine du camion HD et l'appliquer sur un modèle de la série 1500. Après ça, on a redessiné le faciès et la caisse. Ça ressemble beaucoup. Et ça va être différent chez Chevrolet que chez GMC. Mais la cabine, on l'avait déjà. C'est celle du modèle HD. Et la planche de bord à l'intérieur, c'est évolutif. Moi, je me serais attendu à un changement plus radical, plus audacieux que ça. C'est pas laid. Ça fait vieillir la compétition un peu. On amène des couleurs qui sont plus vivantes, là, comme le vert. Je pense qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur les versions Trail Boss, Custom, etc. Je sais que la version LT perd la nomenclature LT. On va l'appeler tout simplement Silverado. Fait que c'est un peu particulier. Mais le gros truc, évidemment, la grosse nouvelle, c'est le fait, d'abord, qu'on conserve le diesel. Je suis le premier surpris. Comment est-ce qu'on fait pour garder un diesel aujourd'hui puis que ça passe encore les normes alors que tout le monde a abandonné ça? C'est le seul véhicule poids léger. Demande à Volkswagen, ils ont peut-être une solution. Oui, c'est ça. Mais c'est le seul véhicule poids léger que tu peux commander encore avec un moteur diesel en Amérique du Nord. Après ça, 2 nouveaux V8. 5.7, on est allé à contre-courant de ce qu'a fait Ford, Ram et Toyota, parce que Ram a lancé un 6 cylindres en ligne turbo-compressé. Ford, depuis 2010, vend un moteur EcoBoost 3.5 litres qui fait quand même un bon travail, qui a fait ses preuves. Et chez Toyota, on est passé à du 6 cylindres aussi, hybride au turbo-compressé. Mais GM, V8 atmosphérique, puis plutôt que de réduire les cylindrées, on les grossit. Dans le temps des décisions du côté de Ram, du côté de Toyota, etc., Ford, c'était pas le même contexte politique aux États-Unis. Ah oui, mais je t'arrête, attends un peu. Là, on ne travaille pas sur ce moteur-là depuis la semaine passée. Oh non, mais ils sont sur ce moteur-là. Il aurait pu l'abandonner, mais il aurait pu l'abandonner si les choses avaient été différentes. Mais là, ils se sont permis de le commercialiser à fond la caisse. Je pense qu'il l'aurait commercialisé de toute façon. Ça veut dire qu'ils devaient certainement passer les normes de pollution anyway, les anciennes normes de pollution. Mais les normes sont tellement plus lousses. Vis-à-vis des camions légers versus des voitures. C'est pas dans la même boîte. Pendant qu'on abandonne le moteur V6 dans la Genesis G70 parce que ça passe plus les normes pour une automobile, on vient planter un 400 pouces cubes dans un Silverado. C'est ça qu'on fait, là. Fait que le 6.6 litres V8, on n'a pas les détails au niveau des chevaux, du couple. Mais le 6.6 reprend le flambeau du 6.2 et le 5.7, donc 350 pouces cubes, reprend... c'est des beaux chiffres, là. Un 350 puis un 400. Ça rappelle des choses. Fait que le 5.7 reprend le flambeau du 5.3. Le 5.3 qui a été un bon moteur pour GM. 6.2, peut-être un peu moins. Selon les années. Des petits bobos. Ça. Mais ça va être des moteurs qui vont être notamment assemblés aussi à St. Catharines là, depuis l'annonce du retooling puis des investissements. Également à Flint puis à Buffalo, mais il va y avoir une petite partie qui va être assemblée ici. Donc. Et ce qui est assez... Bon, évidemment, au Québec, on va payer une taxe à la cylindrée qui est un petit peu plus élevée. Mais évidemment, dans les communiqués, il n'y a pas été question de consommation de carburant. Il n'y a pas été question d'amélioration de rendement énergétique. Non. On n'a dévoilé aucune motorisation hybride, pas de V6 non plus. On garde le 4 cylindres Turbo Max qui consomme plus que le V6 2.7 de Ford. Alors, tu sais, je trouve que de prime abord, le camion est évolutif.
Je pense qu'on va amener des équipements qui vont plaire à la clientèle. Bon, l'écran pour le passager, on n'en a rien à foutre. Là. Tout le monde a un iPhone. Je sais pas pourquoi on s'obstine avec ça. Mais du reste, tu sais, il y a quand même des trucs qui sont intéressants côté aménagement, côté espace de cabine, technologie embarquée. Aussi. Bon, des équipements hors route avec le ZR2, etc. On met beaucoup l'emphase là-dessus, tu sais, puis on nous parle du système Super Cruise que tu vas pouvoir utiliser avec une remorque à l'arrière. Hey, pour vrai, là. Moi, là, j'ai un pick-up, puis j'ai une remorque en arrière. Je vais-tu mettre ça sur le 10 000 livres en arrière du truck. J'avoue que 10 000 livres qui swing en arrière du truck. C'est très malaisant. Très malaisant. C'est correct, là, mais comment c'est... Je trouve qu'on a fait le travail, puis je veux pas dire à moitié, parce que j'ai quand même très hâte de le conduire, de voir comment ça a évolué, tout ça. Mais il manque un élément là-dedans. Soit un V6 hybride. Il manque une mécanique pour abaisser la cote de consommation d'essence moyenne. Elle est peut-être en train d'être développée. C'est juste que là, on commercialise ceux-là. Ça nous coûte pas cher de faire ça en ce moment. On peut les laisser sur le marché nord-américain, ces V8-là. On sera pas tapé sur les doigts. Puis la réponse Puis de là, GM. ils peuvent développer ce moteur-là. Là, ils ont du temps. Comme ça fait longtemps qu'ils développent les V8 qui sont là. C'est juste là, ils ont du temps. Là, ils n'ont pas besoin de le mettre puis de dealer avec tous les maudits problèmes avec ce moteur-là. Effectivement, même s'il est déjà prêt, il n'y a pas d'urgence à le lancer. Non, parce que la réponse de GM à cette question-là, ça va être, ben oui, mais on a un beau camion électrique à vous offrir. Hey! Anyway. Il est là. Oui, vous pouvez le regarder. Exactement. C'est ça. Parlez-en à nos amis, là, Joanie et Raphaël, qui sont venus ici. Qui vivent encore un cauchemar avec le camion qui est finalement revenu au Québec, mais c'est loin d'être réglé avec General Motors. Là. Ouais. Alors, à suivre. Mais ce camion-là, grosso modo, devrait arriver vers la fin de l'été. On devrait le conduire quelque part au mois d'août. Et puis, évidemment, attendez-vous à ce que d'ici un mois ou deux, on dévoile un GMC qui risque d'y ressembler un peu. Je pense que oui. D'après moi, ça va être ça. Ouais. Et puis, pour votre gouverne, Chevrolet et GMC, en 2025, talonnaient très sérieusement Ford au niveau des ventes. Évidemment, on ne divise pas les chiffres de vente par version, par configuration. Oui, par marque, oui, là. Ouais. Mais on ne divise pas, par exemple... la série F, elle est complètement F, ça comprend les 250, 350, 450. Tandis que chez GM, je pense que c'est différent. Ben, c'est Silverado, Sierra, mais les HD sont inclus là-dedans. Ouais, okay. Sauf que chez GM, on arrête à 3500. Ouais. Chez Ford, on se rend à des F650. Puis c'est considéré là-dedans. Et chez GM, on compte séparément les modèles électriques, évidemment, qui ne sont pas des vrais Silverado. Là, c'est pas le même véhicule. Ouais, du tout. Alors que chez Ford, les Lightning sont intégrés dans le chiffre. Alors, quand tu additionnes tout ça, ben, tu te rends compte qu'au Canada, GM talonne Ford très sérieusement. Ford domine le marché au Canada depuis toujours, là, mais GM est vraiment pas loin derrière. Ram, moins 25% au niveau des ventes en 2025, fait qu'on s'entend qu'on n'est plus dans la course. Mais aux États-Unis, GM a dépassé Ford. Et c'est intéressant comme analyse parce qu'il y a pratiquement 100 000 unités de plus de GM vendues aux États-Unis que de Ford. Ce qui veut dire que quand tu combines les ventes totales nord-américaines de Ford et de GM, ben c'est GM qui est en avance. Parce que ici, Ford est en avance absolue d'à peu près 15 000 unités. Okay. Ce qui pèse pas le poids versus le 100 000 unités d'écart aux États-Unis. Ils en vendent aussi du côté du Mexique. Je n'ai pas pris le temps d'analyser les chiffres du Mexique, mais c'est dire à quel point la compétition est forte. Et là, avec la venue d'une nouvelle génération chez GM, on pourrait donc s'attendre, parce qu'il n'y aura pas un nouveau F-150 en 27, à ce que GM dépasse les ventes de Ford. Ça serait pas surprenant, à moins qu'on ne soit pas capable de livrer. Ça, c'est une autre question. Mais on verra ce qu'il y en est. En attendant, petite nouvelle sur le Nissan Kicks. Ici, on nous sert un moteur 2 litres un peu ordinaire, là, ce qu'on a dans la Sentra, mais il existe des versions un petit peu plus attrayantes, disons ça comme ça, du côté du Japon. Oui, on a dévoilé un hybride, en fait, du côté du Japon. On utilise la fameuse technologie e-Force, e-Power, excuse-moi, du côté de l'hybride qu'on a pu essayer là, tout dernièrement, qui a fait son entrée chez nous là, avec le Rogue, notamment. Puis là, on voit la version Rock Creek du Kick,
qui est essentiellement une robustesse esthétique, une version robuste esthétiquement du Kicks. Évidemment, on s'attend à ce que peut-être cette version-là fasse son chemin chez nous, mais pour le e-Power, je le sais pas. Esthétique. Bon, écoute, dans le bas de caisse, là, tu vois, il y a du plastique. C'est robuste. On a fait mais il est beau, ben. Cache ta joie, s'il te plaît. Là. Cache-caille. Ouais. Merci pour cet excellent témoignage. Bon, maintenant, ça, c'est une bonne nouvelle. Yes! Audi A6 Allroad, ça revient chez nous sur le marché nord-américain pour l'année modèle 2028. On se demandait si ça se pouvait parce que les modèles destinés au marché européen n'ont que des mécaniques diesel. On vient de te dire que ça se peut pas chez nous. Mais ce qu'on nous a confirmé, c'est qu'on aurait un V6 surcompressé là, pour la version nord-américaine. Et qu'est-ce qu'elle est belle! Ah, tellement belle. On l'appelait la Allroad tout court, ce véhicule-là. Là, puis ça faisait fureur parce que justement, on n'avait pas autant d'utilitaires dans ce temps-là, le début des années 2000. Là, il n'y avait pas autant d'engouement pour les utilitaires. Fait que tu avais ce véhicule-là avec une suspension ajustable, avec une garde au sol élevée, beaucoup de place dans le coffre. C'était super intéressant. Et puis là, ça s'est pas mal resté en... Les familiales en Europe, c'était là que c'était le plus populaire. Puis on ne nous a pas vraiment revenu avec ça. Il y a eu quelques modèles là, chez Audi puis Volkswagen. L'A6 Allroad est encore disponible, l'ancienne génération, au moment où on se parle. Là. Il en reste quelques unités disponibles chez les concessionnaires, mais c'est un véhicule qui a vieilli. Puis, évidemment, ça reste un véhicule étonnamment moins populaire que la RS6 avant, qui se vend comme 60 000 $. De plus. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, mais là, qu'on revienne avec une Allroad de cette génération-là. Qui a plus de caractère, qui a plus de punch, qui est magnifique. Moi, ça me confirme une chose. Il y a un engouement pour les voitures familiales qui revient. Je peux te dire que je conduisais la E53 Formatic Plus la semaine passée en version familiale et c'est une sacrée machine intéressante. Et des familiales plus abordables que les gros modèles qu'on nous sert là, réellement avec des qui coûtent 100 000 $. C'est là que ça devient intéressant. 150 même. 150 et des plus, M5 Touring là, puis tout ça. Mais là, maintenant, tu regardes ces modèles-là puis tu te dis, peut-être que ça va être plus accessible. Puis là, les ventes vont ça va quand même tourner autour du 100 000 $. Juste en bas de 100 000. Oui, c'est ça. Mais, non, mais ils font revenir ces modèles-là à des prix élevés parce que ils sont extrêmement rentables. Mais si ensuite ils continuent à bien se vendre, il y en aura de plus en plus. Puis c'est un effet de balancier. Il y a des VUS partout. Donc là, maintenant, les gens, pour se distinguer, vont racheter plus de familiales. Comme il y a 20 ans, les gens achetaient des familiales et pour se distinguer, ils ont commencé à acheter des VUS. Ou lâcher les minivans pour aller vers des VUS. Tu sais. Mais en fait, là, c'est un simple retour de balancier. Pour le moment, il se fait sur des versions très, très chères parce qu'il faut les homologuer, puis puis c'est rentable. Mais si tout va bien, je le souhaite, ça va glisser vers des modèles plus accessibles. On commence par introduire justement la Allroad parce que c'est un modèle robuste, qu'on peut justifier un prix un peu plus élevé, puis robustesse égale peut-être un peu d'intérêt de la clientèle. Là, il faut que ça coule vers les modèles normaux, là, si on veut un modèle. Je veux dire, si tu veux faire réduire tes consommations, tu as intérêt à revenir sur des châssis de voiture plutôt que sur des châssis de camion. Ouais, mais tu sais, attendez-vous c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais il y aura toujours des VUS partout. Ça, c'est pas. Mais il va y avoir juste un petit shift, j'espère. Mais pour moi, c'est écrit dans le ciel que le retour de la Allroad signifie le retour de la RS6. Là. C'est sûr qu'on va la ramener. Tu sais, faut pas oublier un truc, là. Là, Audi est sur le point d'abandonner la 6 Allroad et la RS6. Il y aura une année où il n'y aura rien. Volvo vient d'abandonner les V60, V90 Cross Country, mais Mercedes est arrivé en 26 avec la E450 All-Terrain, la E53. Ça, c'est cool. La All-Terrain, c'est directement dans la mire d'une Allroad. Et donc, BMW est arrivé avec la M5 Touring. Là, il y a eu le concept G90 Wingback chez Genesis qui a fait énormément jaser. Je serais vraiment pas étonné qu'on entre ça en production pour en faire un Halo Car chez Genesis. Les familiales de performance ont la cote. Maintenant, ce genre de voiture-là, ça va devenir des voitures axées sur la performance parce que, une RS6 s'est rendue 165 000 $ avant option. Puis évidemment, c'est des machines qui font rêver, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et
il y a une migration qui va se faire fort probablement, moi j'en suis persuadé, des acheteurs de berlines de luxe vers les familiales de luxe. La RS6 se vendait plus que la RS7 en passant. Puis la M5 Touring se vend plus que la M5 berline. Ouais. Donc, il y a des amateurs de ce genre de produits-là de plus en plus ici en Amérique du Nord. Puis c'est sûr qu'avec une voiture comme ça, tu te démarques un peu, comme disait Hugues, face au Audi RS Q8, puis BMW X5M, puis ce genre de machine-là. Tu sais, puis d'un point de vue sportivité, c'est quand même plus cohérent. Là. Et ça se justifie. C'est comme un meilleur compromis aussi. Tu sais, ça justifie. Tu dis, je vais avoir une voiture qui est très sportive, mais je veux pas trop compromettre sur le volume de chargement. Le volume de chargement, mais je veux pas d'utilitaire parce que c'est un utilitaire. J'en vois pas de compromis, moi. C'est ça. J'en vois pas de compromis. Tu sais, OK, c'est pas une Porsche 911 à conduire, mais sérieusement, dans le contexte où on vit, c'est une voiture. C'est une berline avec de la place. C'est absolument idéal là, comme machine. Tu veux nous parler de Maserati? Oui, il y a eu un dévoilement. Est-ce que c'est la relance de la marque Maserati? Je suis convaincu que Maserati et relance, je suis pas sûr que ça aille bien à la ensemble, réunion des concessionnaires, le pitch qu'on a fait, c'était ça, c'est We're back, baby. Là, comme, on a pris le pitch de Ram, dans le fond, puis on l'a mis chez Maserati. Mais essentiellement, c'est les 3 modèles qu'on a présentés, Grecale, Gran Turismo, puis Gran Cabrio, pardon. Puis on voit là qu'il y a quelques petites modifications au fascia à l'avant, cosmétiques. On a rajouté un modèle de base là, du côté du Grecale avec le moteur, pas le moteur 4 cylindres parce que ça c'est disparu, mais le V6 biturbo, 385 chevaux. Ça fait comme une option d'entrée de gamme en gros guillemets. Gran Turismo, Gran Cabrio, c'est essentiellement, on adopte la même esthétique à l'avant, puis des modifications à l'intérieur, mais il y a une augmentation de puissance sur le modèle Trofeo à 582 chevaux. Puis pour ce qui est de l'électrique, on a augmenté du côté du Grecale un peu l'autonomie jusqu'à 444 km, mais c'est essentiellement ça. Là. C'est essentiellement ça. Mais tu sais, la seule avenue que je vois pour le Grecale, c'est le fait que Porsche abandonne le Macan à essence. Et les gens vont se chercher des alternatives. Est-ce qu'un Grecale, ça peut être une alternative intéressante à un Macan? Pour vrai, c'est pas si vilain. Il faut qu'on soit parlable au niveau des prix parce que le problème, c'est que t'es collé avec. Mais en même temps, t'es collé avec un Macan électrique. Tu sais, ça non plus, c'est pas revendable. Fait que... ça va prendre un petit peu de temps. Il y a ça, mais compact Porsche arrive. Explique-moi qui se présente chez Maserati pour acheter une Grande Cabrio à 325 000 $. Regarde, personne. C'est pas compliqué. En 2017, l'année pic de Maserati, ils avaient vendu 51 000 exemplaires à travers le monde. L'année dernière, à travers le monde, c'est moins de 8 000. Ouais, moins que Ferrari. Moins que Ferrari. C'est ça. Qui tourne à 13 000. Et Ferrari, ils ont des politiques de restrictions. Ouais. Ils harcèlent le client pour le faire sentir mal, etc. Et ils arrivent à écouler sans difficulté 13 000 exemplaires, alors que Maserati... prix pour que tu rentres chez le concessionnaire, ils en ont écoulé moins de 8 000 worldwide. Alors, est-ce qu'on va vendre plus de Ferrari Luce ou de Maserati Folgore? C'est ça. On verra. C'est la grande question. C'est une bonne question. Dans un comparatif pour le guide de l'auto, peut-être. Je veux bien être présent à celui-là. Quelle excellente idée. Un article extraordinaire que personne ne va lire. Alors, au retour, on vous parle de la Buick Riviera première génération qui a été commercialisée sur 3 ans. Le guide de l'auto. Cette semaine, Hugues, tu me fais plaisir parce que la Buick Riviera, ça a toujours été pour moi une belle curiosité. Les gens ne réalisent pas à quel point cette voiture-là a été une vitrine technologique pour la marque Buick, même s'il y a eu des années un peu plus creuses que d'autres. Voilà ce qui arrive lorsque les designers mélangent les influences américaines et européennes. On se retrouve avec l'un des coupés les plus élégants de l'histoire. Mais pour trouver sa place sur le marché, la nouvelle Riviera aura fort à faire. Ouais, alors parle-nous d'abord du nom Riviera, parce qu'évidemment, on sait que ça ne vient pas de Détroit. La première fois que Buick utilise le nom Riviera est durant le millésime 1949. À ce moment, personne ne peut soupçonner que Buick l'emploiera sans discontinuer pour les 50 prochaines années.
Il s'agit du premier coupé hardtop de la marque, cousin des Oldsmobile 98 Holiday et Cadillac Coupe de Ville, basé sur la série Roadmaster et dessiné par un certain Ned Nichols. Ouais. Très exclusive la première année, 4343 exemplaires, la carrosserie hardtop sera étendue à d'autres séries à compter de 1950, en 4 portes et même en familiale. L'apogée est en 1955 où 471 380 Riviera sont construites, ce qui représente 64% de la production totale de la marque. À partir de 1959, Buick revoit sa politique et n'appelait plus cette dénomination que sur la série la plus élevée, l'Electra 225 berline à 6 vitres. Quand vient le temps de lancer un nouveau coupé d'influence européenne, le nom Riviera possède alors tout le cachet nécessaire, puisqu'il fait référence à la Côte d'Azur, si glamour aux yeux des Américains. À ce moment, GM doit quand même gérer un nouveau problème. Oui, et il vient de chez Ford. Lorsque la Thunderbird est introduite en 1955, elle se veut plutôt comme une compétitrice de la Chevrolet Corvette. Mais la direction de Ford, Robert McNamara en tête, sent que le marché pour un cabriolet de place est trop limité. Pour 1958, la T-Bird devient plus luxueuse, est aussi disponible en coupé et reçoit une banquette arrière, la faisant passer à 4 places. Les ventes explosent et passent de 21 380 exemplaires en 1957 à 37 892 en 1958, puis à 67 456 en 1959 et enfin 92 843 en 1960. Chez GM, le vice-président responsable du design, Bill Mitchell, en fonction depuis décembre 1958, après le départ à la retraite de Harley Earl, voit cette situation d'un mauvais œil. La corporation n'a rien à lui opposer directement. La solution vient de Ned Nichols, encore lui, qui propose, courant 1959, un cabrio ligne affûté. La touche finale sera apportée par Mitchell lui-même, qui, en observant une Rolls-Royce dans les rues de Londres, voudra ajouter un toit avec des arêtes similaires. Nichols réalisera une deuxième esquisse, un coupé intégrant l'idée de Mitchell et portant le nom de LaSalle 2. LaSalle était une marque sœur à Cadillac de 1927 à 1940. Ce nom est ressorti des tiroirs car, dans l'esprit de Mitchell, il s'agit d'un produit destiné à Cadillac. En avril 1960, des maquettes pleine grandeur en argile, déjà très proches du produit final, sont fabriquées. Seuls la calandre et les pare-chocs connaîtront encore des évolutions significatives. Le problème des phares sera ardu. Au départ, ils devaient être dissimulés derrière les grilles placées sur les ailes avant. À cause de difficultés de production, ils seront finalement installés, visibles, dans la calandre. L'intérieur est dessiné par George Moon et reprend la partie haute de la planche de bord des Buick pleine grandeur de 1963, mais intègre une console centrale spécifique. Enfin, des variantes à 4 portes et cabriolets seront étudiées, mais rien n'ira plus loin. Et là, GM va organiser une sorte de concours à l'interne? Ouais. Le projet porte le nom interne de XP715. Il est réalisé par un studio de design avancé et n'est encore accolé à aucune marque. Une fois le style achevé, à la grande satisfaction de Mitchell, qui le considérera comme l'un de ses favoris, il est proposé aux 5 divisions automobiles de GM. Cadillac le rejette car la marque vend tout ce qu'elle peut produire et n'a pas besoin d'une ligne supplémentaire. Chevrolet a la même réaction, pour la même raison. Les 3 divisions restantes, Pontiac, Oldsmobile et Buick, se montrent intéressés. Pour les départager, la direction de GM organise une série de présentations marketing. Des 3, Buick est clairement la plus motivée. Il faut dire que depuis la fin des années 50, la marque a perdu de sa superbe en termes de vente et cherche à redorer son blason. Un tel coupé serait un parfait vecteur d'image. Buick est si enthousiaste qu'elle fait appel à son agence de publicité, McCann Erickson, pour préparer sa présentation. Et ça fonctionne. Buick remporte la compétition en avril 1961. Pour Bill Mitchell, c'était de toute façon une chose entendue car elle était la seule division qui ne souhaitait pas toucher au design. Pour le passage à la production, la directive sera la même. Ne pas en modifier les lignes. Tout au long du développement, Mitchell et son assistant Ed Glowacki s'en assureront. Les délais sont serrés, 1 an et demi, et quelques défis techniques, dont les vitres sans encadrement, feront transpirer les ingénieurs. Mais tout est prêt pour le lancement, le 4 octobre 1962. Alors, ça va être un modèle millésimé 1963. Parle-nous de la voiture en tant que telle. La Riviera repose sur un châssis Buick raccourci, 117 pouces d'empattement contre 126 pour les modèles pleine grandeur. Le V8 de base est le Wildcat 445, 401 pouces cubes, 6,6 litres, 325 chevaux et 445 livres-pieds de couple. T'es sûr que c'est pas le moteur du Silverado dont on parlait tout à l'heure? Ça semble assez puissant quand même. C'est des chiffres qui évoquent. Et le Wildcat 465, donc un 425 pouces cubes, 7 litres, 340 chevaux et 465 livres-pieds de couple,
est proposée en option. La seule boîte disponible est une Dynaflow spécifique à Buick, sans vitesse, puisque c'est un convertisseur de coupe spécial qui assure un rapport de réduction variable. Okay. Côté châssis, c'est frein à tambour aux 4 coins, essieu rigide à l'arrière et direction assistée de série. La Riviera est bien équipée pour l'époque, chauffage et dégivre, essuie-glace à 2 vitesses, ensemble fumeur avec cendrier arrière, évidemment, nous sommes dans les années 60. Horloge électrique, siège baquet recouvert de vinyle, l'intérieur en cuir est proposé en option. Enjoliveur Riviera, moquette épaisse et coffre tapissé avec l'éclairage automatique. Parmi les options, on retrouve les vitres électriques, le volant inclinable, la climatisation et le siège conducteur électrique. Le modèle est offert à $4,333 aux États-Unis et $6,563 au Canada. Afin d'entourer la Riviera d'une aura d'exclusivité, le directeur des ventes de Buick, Roland Withers, décide de limiter la production du millésime 1963 à 40 000 exemplaires, dont seulement 2601 avec le 7 litres. C'est le publiciste Jack Tinker qui créera le dessin du R stylisé, qui sera la marque de fabrique du coupé durant toute sa carrière. Il fait aussi réaliser une campagne de publicité avec des photos extrêmement élégantes, trop élégantes en fait. Le marketing de Buick s'apercevra en effet que les gens ont une impression initiale du modèle trop cossu, voire inachetable. Le ton sera réajusté dans les campagnes suivantes. L'accueil de la presse est plutôt positif. Les performances, avec un 0 à 60 000 à l'heure en 8,5 secondes, le freinage et le compromis confort tenue de route sont appréciés, alors que l'instrumentation un peu juste et la direction trop assistée feront l'objet de critiques. Mais le problème ne sera pas résolu. La Thunderbird, pourtant dans sa 3e année sous cette forme, passera tranquillement devant la Buick avec 63 313 exemplaires contre 40 000. Bon, les Buick, pour 1964, procèdent déjà à des changements assez importants. Effectivement, Buick cherche à corriger l'image de la Riviera en voulant la rendre plus dynamique. Le Wildcat 465 devient le V8 de base, alors qu'un bloc Super Wildcat de 360 chevaux, grâce à 2 carburateurs 4 corps Carter AFB, est offert en option. La boîte Dynaflow est remplacée par une turbo-hydramatique TH400 à 3 rapports et la sellerie en cuir est supprimée. Le R stylisé apparaît aussi sur le capot, alors qu'à l'intérieur, les contrôles de chauffage sont déplacés et une finition en bois est ajoutée. C'est insuffisant face à une Thunderbird renouvelée produite à 92 465 exemplaires. La Riviera, quant à elle, descend à 37 958 exemplaires. 1965 rime avec l'arrivée d'une version plus sportive. C'est là que l'image de la Buick Riviera change un peu. Oui, et le sport, c'est écrit dessus. En effet, la Riviera bénéficie d'une nouvelle option Grand Sport ou GS, qui comprend le V8 Super Wildcat de 360 chevaux, un échappement double, un rapport de pompe plus court avec un différentiel à glissement limité et des enjoliveurs spéciaux. Le logo GS sera aussi apposé sur l'intermédiaire Skylark en cours de millésime. Cette option réalisera près de 10% des ventes. Un ensemble suspension, incluant des ressorts et amortisseurs plus fermes, ainsi qu'une direction plus directe, était également disponible. Combinez les deux et vous obtenez une Riviera aussi à l'aise devant un country club que sur une piste d'accélération. Esthétiquement, l'auto subit des changements significatifs. Les phares avant passent enfin sous les grilles des ailes, comme prévu à l'origine. Celles-ci s'ouvrent en deux pour laisser place à la lumière. Les pseudo-prises d'air sur les ailes arrière disparaissent. Pour plusieurs, le millésime 1965 représente la forme la plus épurée de la première génération de Riviera. L'offre mécanique est également revue, alors que le Wildcat 445 redevient la motorisation de base. Les Wildcat 465 et Super Wildcat sont toujours proposés en option. Rien n'y fait et la production baisse encore à 34 586 exemplaires. Mais cela ne décourage pas Buick qui lancera une toute nouvelle génération en 1966. Car il faut dire que la Riviera a bien joué son rôle de véhicule à l'eau et les chiffres de vente de la marque repartent à la hausse. Le plus bel hommage de la Riviera, ironiquement, ça vient d'Europe. Tout à fait. Le patron de Jaguar, l'homme qui a dessiné la XJ originale, Sir William Lyons, déclarera à son propos que, je cite, « William Mitchell a fait un travail absolument merveilleux, tandis que Sergio Pininfarina, patron du carrossier qui signe les lignes des Ferrari de l'époque, la présentera comme, je cite encore, l'une des plus belles voitures américaines jamais construites. Elle a marqué un retour très impressionnant à la simplicité du design automobile américain. N'oubliez pas que les extravagantes années 50 et leurs ailerons stratosphériques sont encore toutes fraîches dans les mémoires. La Riviera aura d'autres occasions dans les années suivantes de se faire remarquer du monde automobile
Mais ceci est une autre histoire. Oui, il y a eu plusieurs générations qui ont fait jaser. Les Bobtail, entre autres, 71, 72. Ma favorite. Oui, c'est ça. Une voiture, moi, j'ai eu la chance de conduire ça avec un, c'est quoi, c'est un 425 pouces cubes? Non, c'est... 454. C'est un 455 pouces cubes. 455 pouces cubes. Et je pense que c'est la voiture que j'ai conduite dans ma vie qui consomme le plus d'essence, toutes catégories confondues. J'avais calculé une moyenne à 27 litres au 100. En roulant tranquillement avec cette voiture-là. Ma Mercury peut faire pire. Hein? Oui, mais enlève le frein à main, ça va être moins pire. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, je vais essayer ça. Au retour, on parle de nos essais de la semaine. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Il y a plusieurs constructeurs qui sont en train de faire le pivot dans le segment des VUS de luxe intermédiaire. Porsche a annoncé tout récemment l'arrivée d'un Cayenne 100% électrique. Genesis commence à prendre sa place aussi avec le GV80, la version coupée, tout ça. Les Allemands n'ont pas le choix de réagir. Et un de ceux qui va amener une nouvelle génération dans ce segment-là, c'est BMW avec le X5 que tu es allé conduire, mais en version prototype. Exact, oui. C'était des versions prototypes, pas tout à fait terminées esthétiquement. On n'a pas dévoilé le look du véhicule, mais c'était des prototypes qui étaient, somme toute, très fonctionnels. Là, on n'avait pas de problème avec ça. Camouflé à l'extérieur, camouflé à l'intérieur également. Ouais. C'est sûr que du côté de chez BMW, on a dévoilé la iX3, qui est le premier véhicule de la Neue Klasse. Après ça, la i3, qu'on a découvert aussi, mais qu'on n'a pas conduit. Puis là, maintenant, le X5 était dû pour une nouvelle génération. On est allé avec 5 modèles, là, littéralement, globalement, pour le X5. Modèle à essence hybride léger, modèle hybride enfichable, entièrement électrique, et à pile à combustible d'hydrogène qui va être plus tard pour d'autres marchés, etc., etc. Oh, mais quand même, c'est la brochette de modèles qu'on a proposé pour cette génération-là. Le X5 est sur la plateforme Clar. Alors, quand on parle de plateforme, souvent, là, on peut ça peut être mêlant, là, tu sais, une Euroclass. Le X5, c'est la plateforme Clar, mais avec tout ce qui est Neue Klasse, c'est-à-dire l'intérieur, les ordinateurs, toute l'architecture, même quitte la batterie, on en parlait tantôt, mais c'est une batterie similaire que dans le iX3. L'important, c'est que dans le catalogue X5, on a tous les véhicules, les 5 véhicules se ressemblent là à une petite portière pour remplir le carburant, volet de recharge, prêt. Quand on a regardé le véhicule complètement dénudé, là, juste le berceau, tous les points de suspension sont à la même place, que ce soit le véhicule électrique ou le véhicule à essence. Donc, BMW, on a essayé d'harmoniser ça le mieux possible et de faire le plus possible de modèles avec le même berceau. En étant capable d'adapter n'importe quel type de technologie. Jusque-là, ça leur a pas trop mal réussi avec les séries 5 et séries 7. Exactement, oui, parce que le look est pareil. Bon, il faut mentionner aussi que la plateforme a été modifiée pour l'empattement, etc., là, mais c'est essentiellement ça au côté architecture. On a conduit prototype du modèle à essence, le 40 X-Drive, qui n'a pas mécaniquement vraiment changé. Là, on a le 6 cylindres turbo-compressé avec le système hybride 48 volts. On a fait des améliorations au niveau du freinage régénératif, du logiciel, etc. Mais essentiellement, on va avoir le même véhicule, peut-être un petit peu plus de performance jusqu'à 400 chevaux ou juste en dessous de 400 chevaux, mais on n'a pas encore les données exactes là, des performances. Mais autrement, le 40 X-Drive, c'est à l'intérieur, c'était tout camouflé évidemment durant notre essai. On adopte tout l'intérieur du Neue Klasse qu'on voit dans le iX3, peut-être quelques petites commandes additionnelles, le grand écran panoramique ou la projection, devrais-je dire, panoramique, l'écran qui est incliné vers le conducteur dans la planche de bord. Puis côté de la conduite, c'est pas vraiment, c'est pas un plus sportif là que le X5 sortant. C'est le même type de performance. Ça ressemble beaucoup au véhicule. C'est juste que la coquille va avoir changé essentiellement. Puis peut-être qu'on va avoir des meilleures données d'efficacité. Là. La ligne me semble beaucoup plus élancée. Là. On se rapproche de. Oui. Je veux pas dire d'une voiture familiale, mais c'est beaucoup moins camion que ce que le X5 nous a toujours proposé. Là, c'est du moins ma perception quand je regarde cette édition engine de poitrine que vous voyez à
l'écran présentement. Ça ressemble. Ouais. Tu sais, on se dirige plus dans une ligne qui, par exemple, me ferait penser à celle d'un Lucid Gravity. Ouais, beaucoup. Tu sais, à mi-chemin entre le VUS plus angulaire et la voiture familiale. Le look va être très similaire au iX3, mais c'est sûr qu'on va nous donner un coefficient d'aérodynamique là, qui va être amélioré parce que les codes de consommation vont être améliorés. Est-ce qu'on t'a mentionné si on avait toujours l'intention de le produire du côté de Spartanburg aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'actuellement, BMW fait face à un gros défi de pouvoir vendre des véhicules au Canada qui sont sujets à des contre-tarifs. Oui. C'est là que je l'ai essayé à Spartanburg. Donc, évidemment, ces véhicules-là sortaient de l'usine. Donc, la réponse, elle était là. Pour qu'est-ce qui est d'hybride enfichable, on va parler de la même motorisation, le même moteur entre la transmission et le moteur thermique, 400 volts. On va avoir une augmentation de l'autonomie tout électrique. Là, selon les estimations européennes, c'est 102 km. Donc, on va se rapprocher peut-être du 80 du côté de l'EPA, mais ça va être quelque chose à tester. Ça commence à être vachement intéressant. C'est un véhicule, le PHEV, qui est pesant, évidemment. Quand c'est un véhicule qui est complexe. Il n'y a pas de petits rattle là, quand que le moteur thermique et le moteur électrique, il y a cette transition-là que je trouve qui a été meilleure. Mais quand même, la réponse à l'accélérateur, c'est difficile avec ce système-là. Et tu le sens, le poids en conduite? Oui, tu le sens. Parce que ce que tu me disais justement, c'est que le iX3, lui, c'est impressionnant. On ne le sent pas tant que ça. Un peu comme avec la BMW i4. Là. Ben, c'est comme quand j'ai rembarqué dans le iX5 60 xDrive maintenant pour le cas de l'utilitaire X5 entièrement électrique, c'est là que j'ai trouvé que avec ses 600 kilos de plus que le 40 xDrive, lui était vraiment là, on a mieux géré les masses sur l'électrique que sur l'hybride rechargeable. Quand tu gardes dans ta tête que c'est un électrique de 600 kilos de plus, je trouve que les 600 kilos de plus ne monteraient pas du côté du iX5. Écoute, le 40 xDrive, je trouve que c'est celui qui est le plus maniable, évidemment, parce que c'est le plus léger, puis c'est un X5, ça va très, très bien, puis on se sent à la maison là, dans ce véhicule-là. Mais je trouve que du côté du PHEV, c'est quand même un véhicule pesant, peut-être un petit peu moins sportif. Puis on se demande à quel prix ça va être vendu, puis aussi la pertinence de ce modèle-là quand tu as un véhicule comme le iX5 60 xDrive qui va avoir une autonomie d'à peu près 700 km parce que du côté du iX3, on a à peu près 112 kWh de batterie, on va avoir 141 kWh de batterie. Donc, et là, tu te poses la question réellement, là, est-ce que je veux le 80 km d'autonomie dans un char à gaz ou je vais prendre celui-là selon le prix? Je pense qu'il y a des gens qui sont loin d'être prêts à faire un passage à l'électrique et pour eux, ce genre de véhicule-là, c'est pratiquement la combinaison idéale. Ouais, donc, mais tu vois... c'est toujours un débat là-dedans. Non, c'est clair. Ça m'amène à parler du prochain véhicule que j'essaie cette semaine, qui est le RAV4 PHEV, la version GR Sport. C'est sûr que quand le RAV4 Prime est arrivé sur notre marché, et qu'il y avait 10 000 $ de subventions applicables sur ce modèle-là, tu faisais tes mathématiques, puis versus un RAV4 hybride, il revenait même un peu moins cher. Malgré le fait que tu avais un taux de financement un peu plus élevé, tout ça, tu te posais pas la question. Mais là, le RAV4 PHEV, hormis le fait qu'il y a 324 chevaux, puis c'est vrai que ça punch, mais qui a demandé 325 forces dans un VUS compact? Je sais pas, là. Mais on peut le faire. Hormis ce fait-là, je suis obligé de te dire que oui, tu sens le poids un peu plus parce que là, tu es rendu avec une batterie de 22,7 kWh, une autonomie d'à peu près 75 km, 89 dans le cas d'une version SE avec les plus petites roues, mais dans le cas de cette version GR Sport, c'est autour de ça, 75, si ma mémoire est bonne. Ce que j'ai fait, là, à peu près. Mais la vérité, c'est que quand tu calcules tout, ben, disons une version XSE pour une version XSE, tu es presque à 7 000 $ d'écart entre les deux. Rajoute à ça le fait qu'il va falloir que tu t'achètes une borne de recharge, que tu la fasses installer à la maison, tu es facilement rendu à 9 000 $ d'écart. Comment est-ce que tu vas rentabiliser ce débourser supplémentaire, considérant que le véhicule roule à 5,5 litres à 6 litres au 100? Ça consomme déjà pas grand-chose. C'est déjà très efficace. Je me suis rendu hier à Québec avec le RAV4 PHEV. Évidemment, j'ai fait les premiers 70
10 km, grosso modo, en tout électrique. Après ça, le véhicule a roulé à une moyenne de 6 litres au 100 sur l'autoroute, ce qui veut dire que je suis arrivé là-bas, puis j'étais encore à la moitié de la jauge à essence et plus. Puis rendu là-bas, il y avait une borne de niveau 2 avec laquelle je pouvais me recharger. Ça coûte 2 $ de l'heure te recharger sur la borne de niveau 2. Ça te prend à peu près 3h30 pour recharger la batterie au complet sur une borne de niveau 2 avec le RAV4 PHEV. Donc, ça coûte à peu près 7 $ recharger cette batterie-là sur une borne là-bas. Ouais. Combien est-ce que ça coûte en essence faire 70 km avec un véhicule qui roule à 5,5 litres au 100? Mm-hmm. À peu près la même affaire. Mm-hmm. Donc, le gain, là, financier du moins, il n'est pas là. Puis même quand tu le recharges chez vous, tu te rends compte, OK, ça va te coûter quelques dollars pour le recharger à la maison, alors que ça va t'en coûter un peu plus quand tu vas faire le plein. Mais l'écart est symbolique entre le coût de recharge, parce que c'est pas un véhicule efficace sur le rendement énergétique en électrique. Tu sais, un Tesla Model Y, ça roule. Il n'y a pas grand monde qui vont charger un hybride rechargeable sur le circuit. Non, mais même à la maison, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, un Model Y, c'est 13-14 kWh par 100 km de moyenne. Ça, tu es à 20-21. Mm-hmm. C'est pas, le rendement énergétique électrique est pas intéressant. Puis le débourser supplémentaire pour y accéder est quand même assez dispendieux dans le contexte actuel. Puis encore, il y a 1 000 $ de subvention qui est encore applicable jusqu'au 31 décembre, qui sera plus là l'année prochaine. Fait que moi, ma conclusion, c'est, à moins que tu veuilles vraiment, vraiment de la puissance, ou à moins que tu veuilles mordicus avoir une autonomie électrique, mais tu sais, tu le feras pas pour le plan financier. Mais que tu fais juste des trajets, mettons, qui rentrent dans ton autonomie. Même à ça, tu fais ton commuting toute la semaine et puis le week-end, même à ça, ça va te prendre 6-7 ans à rentabiliser. Puis je veux dire, l'hiver, là, tu vas faire 25-30 km puis l'essence va partir. Fait que l'hiver, tu ne réussiras jamais, à moins d'être super assidu, là, puis vraiment tu rates analytique. Pas une recharge, là, puis non, c'est ça. Tu ne réussiras jamais à rentabiliser le déboursé supplémentaire d'un PHEV par rapport à une version hybride équivalente. Il n'y a pas de version hybride équivalente au GR Sport. Puis, je vais terminer avec ça, là. La version GR Sport, ça te vend un look. Oui, tu as des belles roues. Oui, tu as le gros aileron en arrière. Mais est-ce que la conduite est sportive? La réponse, c'est non. Ça reste un VUS compact. C'est vrai que c'est plus puissant. Ça a peut-être un petit peu plus d'agilité, mais pense pas que tu vas te sentir au volant d'une Porsche là-dedans. Là, on est loin de là. Puis si je peux me permettre en terminant, l'instrumentation, c'est un cauchemar. J'ai hâte au jour où Apple CarPlay va prendre en gestion l'instrumentation des véhicules Toyota. Parce que, tu sais, pour voir ton rendement énergétique, ta consommation de carburant, ton odomètre journalier, tout ça, c'est dans des écrans séparés. Tu ne peux pas tout avoir dans un seul et même environnement. C'est compliqué pour rien à réinitialiser. Tu sais, à toutes les fois en plus que j'embarquais dans le véhicule, il fallait que je réappareille mon téléphone pour l'Apple CarPlay. Il y a vraiment des trucs qui sont pas au point. Ça m'a déçu parce que Toyota, pourtant, d'habitude, c'est dans la pas simplicité. Trop de problème. Même la finition, ça reste l'élément un peu décevant pour moi du RAV4. Bon, dans des GR Sport, dans des TRD, tout ça, c'est pas les TRD, mais les Woodland, c'est un peu moins pire. Mais quand tu prends une version LE ou XLE, c'est ordinaire pas mal. Fait que moi, je vous dirais, le RAV4, pour moi, restez dans l'hybride. Puis évidemment, pensez pas que c'est une version sportive. Il y a un rendement énergétique exceptionnel avec la version hybride, puis un comportement routier qui est très correct. Passez au PHEV, ça vaut pas mal moins la peine qu'avant. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Et puis, en ce qui me concerne, je prends une relâche pour l'été. C'est toi, Louis-Philippe, qui va reprendre le flambeau et qui va animer ça cet été. Il va y avoir des actualités en masse quand même. Je suis pas inquiet. Fait qu'on va se retrouver quelque part vers la fin du mois d'août. Exact. Ça marche. Merci tout le monde. Au revoir. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.